Ve burada bulunmamızın nedeni Viola da Gamba sanatçısı ve besteci Jordi Savall. Barcelona, Akdeniz coğrafyasının en meşhur kentlerinden biri. Yeni görüntüsünün ardında 2000 yıllık bir tarih var. İberler ve antik Yunanlar bölgede küçük yerleşimler kurmuş. Ama asıl tarihi M.Ö. 230 yılında Hamilkar Barca'nın şehri kurmasıyla başlamış. Kartacalılardan sonra gelen Romalılar ise bugünkü Gotik mahallenin olduğu bu bölgede şehri büyütmüş, etrafını surlarla çevirmiş ve Barcino adını vermişler. Ardından tarih boyunca bir şehrin geçebileceği tüm süreçlerden geçer Barcelona. İşgaller, kraliyet evlilikleriyle değişen güç dengeleri, etnik çatışmalar, endüstri devrimi, nüfus artışı, büyüme. 20. yüzyıla gelindiğinde Barcelona artık İspanyol sanatının merkezi olmuştur. Ama kendini yeniden bir girdabın içinde bulur. 3 yıl süren iç savaş ve ardından 36 yıllık baskıcı ve karanlık dönem. 1978'de gelen demokrasi ile rahatlar. Ve kültürüyle, sanatıyla tüm dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline gelir. Sadece Barcelona ve İspanya'nın değil, dünyanın en önemli sanat müzelerinden birine geldik. Katalan Ulusal Sanat Müzesi. ...1990 yılında açılan müze, Barcelona'nın en gösterişli binalarından biri olan Palau Nacional'de. Katalan Ulusal Sanat Müzesi, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Modern sanat bölümlerinden oluşuyor. Romanesk bölümüyle başlayalım. Bu bölüm müzenin gurur kaynağı. Katalan Pirenelerindeki kiliselerden özel bir teknikle sökülüp getirilen 12. yüzyıl freskleri burada orijinal ortamlarındaki gibi sergileniyorlar. Gotik bölümde 13, 14 ve 15. yüzyıl Aragon Krallığı'nın en önemli eserleri ve kilise süslemeleri bulunuyor. Önemli tablolar ve Mallorca fethinin duvar resmiyle anlatımı, tavan süslemeleri, mezar odaları sergileniyor. Bölüm panoramik olarak dizayn edilmiş ve kronolojik olarak düzenlenmiş. Rönesans ve Barok koleksiyon bölümü diğer müzelerinkilerden farklı. Diğer müzeler elden ele devreden miraslarla oluşturulmuşken Katalan Ulusal Sanat Müzesi Katalan eserleri satın almış. Böylelikle devletin elinde olmayan parçalar da koleksiyona dahil edilmiş. El Greco, Goya, Rubens, Titian gibi hem İspanyol hem de farklı ülkelerden dünyaca ünlü ressamların çalışmaları bu bölümde yer alıyor. Modern sanat bölümünde
Katalan modern sanatının önemli eserlerine ulaşmak mümkün. Maria Fortuny'nin devasa boyutlu Tetuan Savaşı, İspanyol Düğünü ve Boğa Güreşi eserleri, Ramon Casas'ın Kapalı Alanda Açık Hava ve Joachim'in Yoksul Kilisesi gibi eserleri 19. yüzyıla dair göze çarpan eserlerden birkaçı. Bir mimar düşünün, bir şehrin çehresini eserleriyle tamamen değiştirsin. Elbette Antonio Gaudi'den söz ediyorum. Art Nouveau akımının öncüsü Katalan mimar, 1878 yılı itibariyle Barcelona'nın dokusuna eserlerini nakşetmiş. Antonio Gaudi'nin en dikkat çekici eserlerinden biri La Pedrera. Gaudi, Casa Mila'yı 1906-1910 yılları arasında tasarlayıp inşa etmiş. Bina, yapımında kullanılan malzemesinden ötürü La Pedrera yani taş ocağı adıyla da anılıyor. Katalan mimar ön cephede dalgalı deniz ve deniz yosunları duygusu yaratmış. İki dairesel avlu etrafında sonsuzluk sembolü yan yatmış 8 şeklinde inşa edilen Casa Mila, görebileceğiniz en ilginç yapılardan biri. Barcelona'daki birkaç benzeri dışında dünya üzerinde bu formda başka bir yapı yok. Casa Mila'nın çatısı da farklı bir anlayışla tasarlanmış. İnişli çıkışlı küçük patikalar, binanın tepesini dolaşan merdivenler ve garip şekilli bacalar. Bu sıra dışı bina 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. En sıra dışı eserlerinden biri de Park Güell. 1910 yılında Eusebio Güell isimli iş adamı, Gaudi'den şehrin kuzeyinde satın aldığı araziye site yapmasını istemiş. Mimar, ortak bahçeleri bulunan 60 evlik bir site inşası planlamış. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yalnızca 2 ev ve meydan bitirilebilmiş. Arazi 1918 yılında devlete geçmiş ve halkın kullanımına açılmış. Park, dış cepheleri renkli ve kırık seramiklerle kaplı yapılarıyla bir masaldan fırlamış gibi. Ve son olarak La Sagrada Familia. Gaudi 1883'te başlamış kilisenin yapımına. Yapıyı doğuda Doğuş, batıda Çile ve güneyde İhtişam isimli 3 farklı cephe olarak tasarlamış. Ve ilk olarak Doğuş cephesiyle başlamış. Bu cephe tamamlandıktan sonra inşaata uzaktan bakmak isterken bir tramvayın altında kalarak ölmüş. İnşaata Gaudi'nin notları İspanya İç Savaşı'nda yanınca ara verilmiş. 1940'ta yeniden başlanmış. O günden bugüne aralıklarla devam ediyor ve inşaatın 2026 yılında tamamen bitmesi planlanıyor. Dönemin mimarisinin uzağında gelecekten eserler tasarlayan Gaudi bu eserine hayatını adamış. Naturalist tarzını yansıttığı katedral için biraz peri bacalarını, biraz da dev mumları andıran kuleler tasarlamış. Barcelona'nın ilk akla gelen sanatçılarından biri
sürrealist, dadaist, ressam ve heykeltıraş Joan Miro. Şu anda onun adının verildiği parkın içindeyiz. Ve arkamda gördüğünüz eser ise onun Kadın ve Kuş isimli eseri. Kadın ve Kuş, Barcelona'nın ikonik sanat eserlerinden biri. 21 metrelik heykel, Miro'nun ölümünden birkaç ay önce 1983 yılında inşa edildi. Kadın ve Kuş, seramikçi Joan Gardi Artigas tarafından uygulanan kırık seramik karolarla kaplı. Biraz hayal gücüyle bu etkileyici, parlak renkli eserde bir kuşun üstündeki kadın biçimini görebilirsiniz. Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miro'nun eserlerini görmek için Joan Miro Vakfı'na gitmelisiniz. Montjuic Tepesi'nde 1975 yılında kurulan müzede sanatçının resimler, çizimler ve heykellerden oluşan eserleri sergileniyor. Miro'nun Barcelona'ya bıraktığı izlerden biri de La Rambla Caddesi'nde. Yaya yolunun bir kısmı Katalan sanatçı tarafından rengarenk mozaiklerle süslenmiş. Yürürken 1976 tarihli mozaikleri gözden kaçırmamak lazım. Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde dönem müziği icra edilecek. Maalesef ben katılamayacağım. O yüzden sevgili Jordi Saval'ın birlikte birçok projeye imza attığı çok değerli kanun sanatçısı, sevgili dostum Hakan Güngör ta İstanbul'dan Barcelona'ya buraya Jordi Saval'ın evine geldi ve birlikte çalacaklar şimdi. Buyurun. İlk parçamız La Rosa, Hicaz makamında. Jordi ile beraber şimdi onu çalacağız. Hı hı.
Bravo. Monsieur Jordi, je suis très heureux d'être ici avec vous. Et merci beaucoup aussi parce que vous nous avez accueillis ici dans votre maison, dans votre jardin. Et on a fait une musique spéciale. Vous avez fait avec Hakan. Alors, vous êtes né ici, à Barcelone. Hein? Je suis né à Igualada, une autre ville qui est une quarantaine de kilomètres de Barcelone. Ah bon? Enfin, c'est pas très loin. Et là, commençons avec votre enfance. Comment c'était ces années-là? Et mon enfance, je suis né en 1941. Il faisait à peine 3 années que la guerre civile est finie. Et donc, c'était des années très, très difficiles parce que mon père avait été soldat républicain et il était pas... Il a un peu été caché pour ne pas être trouvé par les franquistes, par les soldats ennemis. Et donc l'enfance était dure, mais j'ai eu la chance que ma mère aimait beaucoup chanter, aimait beaucoup la musique. Elle a chanté beaucoup quand j'étais jeune. Et aussi, j'ai eu la chance d'aller dans une école religieuse où, depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai aimé beaucoup le chœur et j'ai demandé de chanter. Et j'ai pu chanter pendant toutes les années que j'étais à l'école, jusqu'à que j'ai changé la voix. Et après, j'ai eu aussi la chance que quand j'étais à 14 ans, un fan d'Elvis Presley, un peu perdu comme dans l'adolescence. Et dans ces années-là, je faisais la guitare, l'harmonique, la percussion avec des amis, on faisait du jazz et tout. Et j'ai écouté une répétition au conservatoire où j'étais, où il y avait le Requiem de Mozart. Et là, ça m'a touché tellement que j'ai dit, si la musique a ce pouvoir d'émouvoir comme ça, je me suis dit, j'aimerais bien être musicien. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'étudier le violoncelle. Je me suis acheté, sans dire à personne, je me suis acheté un violoncelle et j'ai commencé à travailler. Quand et comment vous avez découvert votre talent? Oh, je ne sais pas si j'ai découvert mon talent, mais quand j'ai eu un violoncelle dans mes mains, c'est pour la première fois dans ma vie que j'ai senti que j'étais à la maison, que je faisais quelque chose qui fonctionnait, que je pouvais contrôler, que je pouvais, mes doigts se poser dans le bon endroit, que je contrôlais le son. C'est la première fois dans ma vie que je dis, ça, c'est ma maison. Et c'est comme ça que j'ai étudié le violoncelle pendant 9 ans. Mais je faisais aussi du bar, je faisais aussi de la musique baroque avec le violoncelle. Et c'est comme ça que j'ai passé à la viole de gambe, qui était un instrument à l'époque inconnu, et que j'ai découvert par hasard aussi en faisant la musique baroque. C'est en ce moment, en 1965, presque 10 ans plus tard, que j'ai commencé la viole de gambe et j'ai commencé à rechercher dans les bibliothèques à Paris, à Londres, et découvrir des merveilles qui étaient oubliées, que personne ne jouait. Et c'est comme ça que j'ai fait un chemin nouveau avec la musique ancienne. Quel était le point de réfraction de votre carrière de musique? Oui, mais bon, quand j'ai pris la viole de gambe, ça a tout changé parce qu'il fallait commencer un instrument, faire beaucoup de recherches. Mais après, je suis allé à Bâle, en Suisse, à étudier. J'ai fait mes diplômes. Et là, j'ai eu il y avait un concours pour la place de mon professeur et j'ai gagné cette place. Ça a fait un changement de ma vie parce que j'étais professeur dans une des meilleures écoles du monde de musique ancienne. Et ça aussi m'a permis, avec les personnes qui m'ont entendu, de faire des concerts à Londres, de faire des concerts à Paris. Mais le point qui a changé encore tout, c'était en 1991, quand j'ai eu la chance d'être choisi pour faire la musique de film Tous les matins du monde. Cet film qui racontait la vie de Sainte-Colombe, un des maîtres de Marat-Maré, deux grands maîtres du baroque français, était un film qui était très beau et qui a eu un grand succès. Et donc, pendant une année, le film était vu par des millions de spectateurs dans tout le monde. Et les disques que j'ai fait avec la musique de film étaient vendus à des millions d'exemplaires. Comment vous pouvez définir votre musique? La musique que je joue, c'est une musique qui a la principale qualité, je pense, d'être une musique de l'esprit et de l'âme. Ce sont des musiques qui touchent. Et j'ai toujours pensé, j'ai dit toujours, toutes les belles choses
qu'un être humain dit à un autre être humain, que ce soit à son fils, que ce soit à la personne qu'on aime, que ce soit, je sais pas, on les dit toujours doucement. Et je pense que la viole de gambe, c'est cet instrument qui nous parle dans l'intimité et qui nous dit des choses avec sa musique touchante et que des choses qui sont essentielles de la vie. C'est pour ça aussi que je me suis intéressé à la musique séfarade, à la musique turque, à la musique arménienne, à la musique populaire celtique, parce que ce sont ces musiques qui viennent de la relation entre l'être humain et la vie qui nous parlent des choses les plus importantes. C'est une chose que j'ai dit toujours, quand les familles juives expulsées de l'Espagne se réfugiaient dans l'Empire ottoman. Parce que l'Empire ottoman, à l'époque où l'Espagne brûlait les gens qui n'étaient pas catholiques et qui étaient, on les a expulsés, l'Empire ottoman accueillait les chrétiens orthodoxes, les chrétiens romains, les juifs, toutes sortes de croyances étaient acceptées. Oui, c'est pour ça que l'Empire ottoman a duré presque 400 ans. C'est pour ça que dans les concerts que nous avons faits, j'ai choisi d'abord une chanson séfarade, la Rose in Flores, qu'on a conservée dans une communauté juive à Istanbul pendant 400 ans. Et comme troisième pièce, on a choisi une pièce de tradition, en fait, c'est une tradition chypriote, dans une pièce qui est chantée en grec, mais aussi en turc. Et ça montre jusqu'à quel point, comme toutes ces musiques sont imbriquées, et sont des musiques qui créent des ponts entre les cultures. Et ça, je pense que c'est la fonction principale de la musique. Créer des ponts, créer de relations, d'approche et de respect. Et je dis toujours, j'ai fait beaucoup de projets dans lesquels j'ai réuni des musiciens palestiniens avec des musiciens israéliens, des musiciens arméniens avec des musiciens turcs, des musiciens de toutes bulgares, romains, etc. Et toujours, les premières relations sont un peu difficiles. Hein, parce que, mais au moment qu'on commence à faire de la musique, tout c'est fini. Aussi, vous avez mis en lumière des compositions peu connues, à la période de baroque, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé de faire ça? Dans les bibliothèques, à chercher des musiques pour la viole de gambe, j'ai découvert des centaines de pièces, une plus belle que l'autre, qui n'étaient jamais jouées. Dans ma génération, c'est les premières que on a profité de pouvoir recevoir des microfilms, de pouvoir avoir des photocopies. Tout ça est lié aussi à l'accès aux sources. Et ça, c'est intéressant de voir que la découverte du monde ancien, baroque, Renaissance, va ensemble avec la technologie. Vous avez fait un album nommé Istanbul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet? J'ai fait un album Istanbul à partir du moment que j'ai connu des amis musiciens turcs et aussi parce que dans un concert que j'avais fait en Turquie quelques années en 2004, hein, on m'avait donné l'édition moderne de la musique de Dimitri Cantemir. Tous les livres de sciences de la musique, je les ai reçus. Et donc j'ai passé 4 ans à étudier ces musiques. 4 ans. 4 ans. Quand j'ai commencé à jouer ces pièces, comme la pièce qu'on a jouée aujourd'hui, c'était pour moi comme de la musique chinoise. Je ne comprenais pas grand-chose, mais en jouant ça tous les jours, j'ai commencé à comprendre les rythmes, les formes, les différentes de tonalités, des maqams différents. Et à partir du moment que j'ai compris la beauté de cette musique, j'ai demandé à mes musiciens de venir et de travailler cette répertoire. Et c'était intéressant parce que beaucoup de ces musiques qu'on a jouées, quand j'ai commencé à les jouer, proposer, ils me disent non, mais cette musique, on le joue très lentement. Et là, j'ai raconté une histoire qui m'a permis de faire convaincre qu'on pouvait jouer ça aussi de manière vive. Oui. J'ai expliqué qu'aussi dans le baroque, au XVIIe siècle, les danses comme le minuet, la folia, étaient des danses très vives. Mais qu'au moment qu'ils passent à la cour, qui les dansent, les rois et les nobles, ces danses deviennent très lentes. Parce que les rois, ils ont des perruques très grandes, ils ont des habits très lourds. Ils ne peuvent pas danser comme dans le village. Donc il y a toute
Et je dis, je suis sûr qu'avec la musique de Cantimir, c'est passé la même chose. Parce que quand ces danses étaient dansées dans la cour, ils sont devenus très lourdes. Et on a joué ça et on a trouvé, ah, mais c'est magnifique. Et il y a eu, tout après la sortie du disque, il y a eu une très jolie controversie à Istanbul entre les partisans des tempos lents et les partisans des tempos rapides. Alors j'ai fait une polémique mais je pense que chaque musique a son rythme naturel. Ouais. Et il ne faut pas se dire esclave de ce qu'on a entendu. Il y a des choses qui sont changées et je pense qu'il faut se réfléchir. Qu'est-ce que c'était la musique au XVIIe siècle? C'était différent d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça que je pense important.
vous performez 140, 150 concerts et 6 albums chaque année. C'est pas facile du tout. Comment vous arrivez à faire ça? Mais écoutez, j'ai fait des concerts avec mon orchestre, avec mon chœur, avec mon ensemble de viols de gamme et j'ai fait des récitals. Donc, quand j'ai fait des concerts avec des musiciens comme Hakan, on se trouve le jour du concert, on fait le concert et ça marche. Parce qu'on connaît le répertoire, on connaît la musique et c'est un tel plaisir. Et quelquefois, on fait des tournées. Et donc, pour moi, faire des concerts, c'est une des façons les plus belles de vivre. Parce que j'ai fait des musiques extraordinaires, toujours. J'ai choisi les plus belles pièces. On voyage, on découvre des pays, des villes, on découvre les gens qui viennent au concert parce qu'ils sont intéressés. On retrouve des amis qui nous suivent depuis 30, 40. L'autre jour, j'ai fait un concert à Londres. Et il y a eu des personnes qui me disent « On vous a écouté pour la première fois il y a 50 ans à Londres et on est content que vous êtes encore là. » Donc, faire des concerts, c'est maintenir aussi une amitié. Une amitié avec des gens qui suivent à la maison avec les disques. Et j'ai fait 5, 6 disques parce que j'enregistre les plus beaux projets qu'on fait. Donc la musique a des avantages que la musique n'existe que quand on entend un chanteur ou quand on entend un musicien jouer. Après, il reste seulement le souvenir, la mémoire. Ouais. C'est pourquoi j'ai toujours pensé depuis le début que c'était important d'enregistrer les meilleurs concerts. Ah bon? Donc, la plupart des disques, c'est toujours la fin d'une tournée, les meilleurs concerts. Donc, c'est l'image du meilleur moment de cette musique. Vous enregistrez chaque concert. J'enregistre toujours les concerts. Est-ce que vous avez un rêve que vous voulez réaliser? Est-ce qu'il a resté quelques rêves? Oui, on est toujours à la poursuite de rêves. J'aimerais vraiment que la musique puisse approcher les gens des cultures qui sont opposées. J'aimerais bien que la musique puisse aider à résoudre les malentendus qu'il y a entre les cultures, n'est-ce pas? Parce que ce serait très important. Mais il y a un problème que la musique ne peut pas résoudre. Et c'est un problème, je pense, que touche beaucoup de conflits qui restent encore aujourd'hui. Dans un conflit, on ne peut pas avoir une réconciliation si chacun des parts qui sont de conflit ne reconnaît pas leur faute. Nécessité de vraiment être capable de reconnaître qu'est-ce qu'on a chacun. Parce que tout le monde a fait des erreurs dans les conflits du monde, n'est-ce pas? Les conflits que nous avons en Afghanistan, les conflits que nous avons en Irak, ce sont des conflits qui naissent en Syrie est terrible, qui naissent d'agressions et d'agressions injustifiées, qui déstabilisent complètement toute la situation politique humaine. Je pense que là, par exemple, moi je suis conscient de ces problèmes et c'est pour ça que je suis allé voir les réfugiés à Idomeni, en Salonique, et aussi en France, à Calais. Et c'est à partir de voir dans quelle tragédie ces gens vivaient que j'ai fait une action avec des réfugiés qui sont en Europe pour aider ces jeunes musiciens réfugiés. Vous avez fait ça? Oui, on a maintenant un ensemble avec lequel on a fait des masterclass, on a aidé ces musiciens et maintenant on a un projet qui s'appelle Orpheus 21, de petits ensembles de musiciens réfugiés. Et ça, c'est, je pense, quand il se passe quelque chose, il faut être actif et essayer de lutter contre les injustices. Alors, merci beaucoup pour cette Un plaisir, conversation. un plaisir. Vraiment, c'était exceptionnel pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Şimdi çok tanıdık bir eser geliyor. Konyalı, 2 versiyon çalacağız. Birisi Ortodoks versiyonu, birisi de bildiğimiz Türk versiyonu çalacağız.
Sevgili seyirciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Barcelona'daydık, Jordi Savall ile birlikteydik. Aramızda müzik vardı. Sizin de aranızda sınırlar değil, sevgi, hoşgörü, sanat ve müzik olsun. Hoşça kalın.